Et on termine avec Laurence Daziano qui est avec nous. Salut Laurence, maître de conférence à Sciences Po, dernière nouvelle de Chine. Voilà, avec toi on parle de la Chine, Laurent. L'économie chinoise, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Et c'est vrai, on va parler du chômage des jeunes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est toi qui m'en as parlé évidemment la première, comme à chaque fois. Parce que derrière, c'est le pacte avec le parti qui est fragilisé. Donc, on en est où exactement? Alors, sur l'économie chinoise, on avait vu que réouverture après Covid, au premier trimestre, la croissance avait beaucoup augmenté. On est arrivé à 4,5% de croissance au premier trimestre, qui est dans l'objectif du parti, puisque le parti fixe tous les ans, au mois de mars, via le Premier ministre, l'objectif de croissance de l'année. Donc, cette année, il a été fixé à 5% pour 2023. On avait vu qu'en 2022, il avait été fixé à 5,5 et qu'avec les restes de Covid, ils étaient arrivés seulement à 3, qui était vraiment le plus bas qu'ils avaient connu hormis 2020. On voit au deuxième trimestre, en revanche, des signes d'essoufflement de cette croissance. Les importations continuent d'augmenter, mais les exportations ont beaucoup baissé. D'abord parce que l'industrie ralentissement manufacturière mondial, a un peu de mal. Les taux d'intérêt augmentent en Europe, donc ils vont avoir aussi plus de mal à exporter. Je pense qu'il faut être plus prudent parce que c'est vrai qu'on voit l'excédent commercial qu'a la Chine vis-à-vis des États-Unis est en train de se réduire. Les exportations vers les États-Unis se réduisent, mais les exportations vers l'Asie du Sud-Est sont en augmentation de pratiquement 10%, et vers l'Europe aussi. Donc ce sera plus peut-être une réorientation des exportations chinoises. Alors il y a une baisse, mais il y a aussi une réorientation. Et regarder les flux Chine-États-Unis ne sera plus suffisant pour analyser l'état de l'économie chinoise. Intéressant, mais ça veut dire... Attends, Laurence, parce que ça veut dire qu'ils commencent à anticiper, ou en tout cas le sursaut industriel américain, on va le dire comme ça, avec davantage de production intérieure. Hein. On a beaucoup raconté les plans américains de défiscalisation industrielle. Et il commence à se passer quelque chose. Alors, en partie, ils anticipent cela. Et puis, il y a aussi quand même tous les jeux des sanctions qui font que... mais ça, on pourra en reparler aussi quand on parle de déglobalisation et de dérisking. Enfin, c'est de découpling ou dérisking. C'est aussi le fait que la Chine est en train de diversifier ses interlocuteurs économiques, parce que c'est vrai que le lien entre les États-Unis et la Chine, le lien économique est très très fort, et que quand on a commencé à parler, quand Donald Trump a dit maintenant ça suffit, notre déficit extérieur est trop grand, 2018, donc on va mettre des sanctions pour que les marchandises chinoises soient plus chères, des sanctions des droits de douane. Tarifs. Voilà, les tarifs, les fameux tarifs. Du coup, ce qui n'a rien changé. Au contraire, je pense que c'est à peu près pareil, voire c'est ça. Et du coup, les Chinois ont commencé à réorienter aussi leur politique commerciale pour aller chercher d'autres marchés. Mais c'est ce qu'ils avaient fait déjà, ils avaient essayé de faire avec les routes de la soie. On avait dit la dernière fois que les routes de la soie étaient étaient quand même un échec. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, vous savez, ils sont en train de créer ce qu'on appelle le Global South, le Sud global. Mais on en avait parlé très longuement et c'était passionnant, Laurence, la dernière fois. Et le Sud global, qui est en fait un Sud qu'on peut dire plutôt contractuel, qui est que ils vont s'allier ou ils vont exporter certaines marchandises dans certains pays, parce qu'ils vont aussi importer ce qu'ont ces pays qui ont souvent des matières premières dont ils ont besoin. Et donc ça va plus être un jeu de marchandage, parce qu'en plus pour la Chine c'est quand même plus simple d'avoir des États comme l'Argentine, la Colombie ou le Nigeria en phase 2 plutôt que les États-Unis. Point de vue rapport de force, c'est quand même Et donc, difficile. mais on pensait finir avec ça, mais peu importe. Donc cette histoire de découplage, cette histoire de Chine plus 1, disent aujourd'hui les industriels, je continue à fabriquer en Chine, mais je commence déjà à essayer d'imaginer des chaînes logistiques qui évitent la Chine. Très très compliqué, cela dit. Moi, c'est ce que me disent tous les industriels. C'est quand même beaucoup du wishful thinking. On peut l'écrire sur un bout de papier, mais pour le faire, ça va être très très compliqué et très très cher. Donc, cette dynamique industrielle occidentale, c'est aussi une dynamique chinoise. Alors,
Exactement, parce que en fait, quand on parle de découpling, dérisking, alors découpling, c'était Janet Yellen qui avait commencé à en parler en disant on ne peut pas vraiment découpler, mais quand même on a des intérêts stratégiques. On le voit avec les puces, les microprocesseurs les plus évolués et les sanctions donc des États-Unis qui empêchent l'exportation vers la Chine. Le Japon, d'ailleurs, s'y est mis aussi. Ursula von der Leyen, pour l'Union européenne, a commencé à parler de dérisking, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une large partie de nos importations chinoises qui n'ont pas de caractère stratégique. Donc, il disait, pour dérisquer, on va essayer de globaliser et d'élargir nos fournisseurs. Base de fournisseurs, absolument. Voilà, la base de fournisseurs. Donc, on a toujours ce discours occidental. On parlait de Trump tout à l'heure, 2018, mais en fait, le découpling, c'est Xi Jinping qui en a parlé le premier. Il en a parlé le premier dans un discours devant le Parti communiste chinois en 2013. Et donc, le découpling, il est dans la tête de Xi Jinping, ou en tout cas l'équivalent. Et l'équivalent, c'est quoi? C'est d'être, non pas en autarcie, puisqu'il diversifie vers des pays qui sont plus faibles, mais c'est d'acquérir petit à petit une indépendance par rapport à l'Europe et aux États-Unis, qui se traduit par le fait que lui aussi, il n'a plus envie d'être dépendant de nous. Et on le voit dans divers domaines. Alors les puces, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Chinois sont très ennuyés le fait de ne pas avoir accès à ces puces qui sont les plus fines et les plus avancées technologiquement. Mais les Chinois les auront d'ici quelques années. Ils mettront du temps. Pendant ce temps-là, ils vont perdre en économie, en productivité, en avance technologique. Mais ils finiront par nous rattraper. Je ne peux pas dire à quelle échelle de temps. Ça prendra des années. Mais ils finiront par rattraper. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on n'a pas compris en Occident, c'est que vraiment le politique a repris la main sur l'économie en Chine, que le politique va passer avant et que cette volonté de découplage et d'autonomie vis-à-vis de l'Occident qu'il ne peut pas contrôler, elle est dans tous les aspects de la vie économique. Laurence, je comprends bien, mais les marchés de consommation américains et européens sont sans équivalent. C'est pas avec les pays que tu citais, le Nigeria, l'Argentine ou la Colombie, qui va aller écouler la production de l'industrie chinoise. Non, mais c'est justement, il va en écouler une partie jusqu'à ce qu'il peut, mais c'est dans ses approvisionnements. Et puis, il ne faut pas oublier la circulation duale. L'économie chinoise aujourd'hui, le théorème de l'économie chinoise, c'est la circulation duale. C'est-à-dire de se concentrer sur la consommation intérieure. Alors, la consommation... 15 ans qu'on parle de ça. Oui, mais ils vont finir par y arriver, parce que le niveau de vie augmente aussi en Chine. Et il est encore très inférieur au marché européen et américains, qui sont des marchés riches et matures, on est d'accord. Mais il le poussera. Et il y a là aussi la petite prospérité, la politique de la petite prospérité, c'est-à-dire qu'on va s'enrichir, mais chacun un petit peu. Donc, le fait qu'il change un marché qui est mature, qui rapporte beaucoup, pour un marché qui est encore en développement, qui est moins riche et qui mettra plus de temps à se développer, pour lui, s'il y a un appauvrissement de la population, c'est pas un problème. Ça, c'est un problème d'occidentaux. Mais quand on dit que, il faut bien intégrer... La petite prospérité. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ce théorème-là chez Xi Jinping. D'où d'ailleurs le fait que les tycoons sont balayés que toute l'industrie qui avait bien mené, qui avait fait la croissance chinoise, comme les Alibaba, les Tencent, les Baidu et autres, Alibaba aujourd'hui est en train d'être démantelé en 6 filiales différentes. Ouais. Donc c'est ça que peut-être on n'intègre pas jusqu'au bout en Occident, c'est ce primat du politique qui fait qu'on va perdre en productivité, on va perdre en avance, mais on maintient le contrôle du politique sur l'économie. Alors revenons sur... Les jeunes. Ouais, absolument. Alors les jeunes, on avait vu que là on avait les grosses cohortes qui arrivaient sur le marché du travail et qui ne trouvaient plus de travail. Quand on dit grosse cohorte, tu as un chiffre en tête Alors aujourd'hui, il y a 20 millions c'est 20% des jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi. 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, ce qui est énorme. Ils étaient moins de 10% avant Covid, avant la crise du Covid. Pour absorber... Jeunes diplômés dont on sait d'ailleurs, il faut le rappeler, puisque ça avait été un sujet dont on avait parlé ensemble, et là, pour le coup, le monde entier en avait parlé, le sujet des études qui passaient par le privé, enfin, les taux d'effort demandés aux familles, aux étudiants pour arriver à ces diplômes étaient
sans commune mesure, là aussi, avec ce qu'on peut demander en Occident. Alors, c'est un système qui est très sélectif, parce que la population est énorme. Et donc, il y avait tout un système de cours privés qui coûtait très cher, où les enfants étaient à peine sortis de l'école, qu'ils étaient en cours privé, mais c'était vraiment, ils travaillaient jusqu'à 22h, 23h pour recommencer le matin à 7h. Et là aussi, il y a eu une politique de Xi Jinping contre ce qui favorisait les classes sociales élevées et les populations des villes. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme sur le numérique, il y a eu une attaque en règle, une régulation en règle des cours particuliers où tout a été démantelé. Donc, ça n'existe plus, c'est censé ne plus exister non plus parce que tout a été démantelé, parce que tout le monde doit être au même niveau et que ça introduisait une distorsion au pays où tout le monde est au même niveau. Donc, le taux de chômage de ces jeunes diplômés, mais les jeunes diplômés d'aujourd'hui, ils étaient encore de l'ancien système. Mais c'est pour ça. Ils sortent de ce système de dingue et ils se retrouvent au chômage. Et ils se retrouvent au chômage. Ils se retrouvent au chômage. D'abord parce que pour pouvoir intégrer toute une classe d'âge diplômée dans l'économie, il faut une croissance qui est à 7 ou 8%. Aujourd'hui, on est à la moitié. Donc, c'est plus possible. Les métiers pour lesquels ils ont été formés, c'était les métiers de la finance, c'était les métiers des plateformes numériques, de l'Internet. Aujourd'hui, l'économie chinoise, elle veut des ingénieurs, elle veut des gens qui sont dans les systèmes de production. Donc, il y a une inadéquation. Et tous ces jeunes dont je vous avais dit qu'ils avaient commencé à protester, le parti leur a dit « Non mais attendez, mais vous protestez, mais du boulot il y en a, vous relevez les manches et puis vous allez dans les campagnes et vous prenez des jobs qui sont moins qualifiés que ceux pourquoi vous avez étudié, mais il y a du travail donc vous protestez pas ». Ça commence à prendre des... Alors, évidemment... Il y a des relents... De révolution culturelle. Mais Xi Jinping, c'est quoi ? Mais Xi Jinping, c'est qui ? C'est quelqu'un qui a passé 5 ans à la campagne entre 17 et 22 ans. Donc c'est quelqu'un qui avait... Sous l'impulsion de la révolution culturelle de l'époque. Puisque son père avait été rétrogradé dans la hiérarchie communiste par Mao même. C'était un proche de Mao. Son père avait été envoyé à la campagne et toute la famille avait été purgée, envoyée à la campagne. Donc il a vécu ça aussi, Xi Jinping. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, les jeunes qui commencent à protester, ça va mal se terminer. Donc ça se termine par vous protestez pas, et il y a du boulot, donc vous vous retroussez les manches et s'il faut vous allez à la campagne, vous vendez de la nourriture de rue dans des food trucks, donc vous pouvez faire, voilà. Donc et l'individu ne va pas compter, donc l'individu ne va pas compter jusqu'à ce que alors parce que puisqu'on est dans les précédents historiques, après il y a Tiananmen. C'est-à-dire l'individu ne va pas compter jusqu'à ce qu'à un moment, ils disent c'est plus possible. Oui, avec le résultat qu'on a vu. Avec le résultat qu'on a vu. Donc l'individu ne compte pas. Ouais. Et le résultat sera le même si jamais les mêmes causes produiront les mêmes effets en l'occurrence. Exactement. Donc une économie, je pense que ce qu'il faut retenir de l'économie chinoise, c'est vraiment une économie qui est sous la coupe politique et qui est en train de se refermer. Et quand on parlait des entreprises qui disent maintenant c'est Chine plus 1, en fait, quand des entreprises, je pense que pour une entreprise qui va investir en Chine, il faut être consciente, parce qu'on commence à le voir, que d'abord quand elle investit en Chine, je vous avais dit, au plus haut, il y a toujours le membre du parti qui a accès à tout. Il y a la nécessité d'avoir le cloud, là où sont toutes les informations, qui est un cloud en Chine, c'est-à-dire tout est transparent pour les Chinois qui font ce qu'ils veulent des données. Mais ça veut dire aussi, on est en train de le voir, qu'il y a une fermeture de l'information économique. Quand on regarde les raids qu'il y a eu, par exemple, contre le consultant américain Bain. Les bureaux de Bain ont été perquisitionnés. Ils ne savent pas pourquoi. Les employés chinois ont été arrêtés. Tout a été saisi. Il y a un autre, dont le nom m'échappe à l'instant, un autre cabinet qui faisait des due diligence d'entreprises chinoises, notamment quand il y avait des acquisitions, des coopérations avec des entreprises occidentales. Pareil, perquisition, saisie de matériel et
les employés chinois qui sont arrêtés. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une volonté qu'il n'y ait plus cette transparence sur l'information économique des entreprises chinoises. Donc, ça veut dire que pour les industriels européens, américains qui vont aller en Chine, qui ont des usines... C'est ceux qui y sont, en fait, déjà, même qui se posent un certain nombre de questions, avant même ceux qui aujourd'hui investissent et qui... Je l'ai déjà raconté, j'étais avec une trentaine de directeurs de risque de grandes boîtes françaises, internationales travaillant en Chine. Les gars étaient tous conscients de ce que tu racontes et disaient « mais on ne peut pas faire autrement de toute façon ». Non, parce que le C'est marché... du wishful thinking que d'essayer de les contourner. Non, ils ne peuvent pas les contourner. La seule chose qu'il est possible de faire, et ils le font probablement, c'est de mettre, pour le coup, le nom va bien, une muraille de Chine autour de ces activités, de manière à ce que le jour où ils sont nationalisés, tout bêtement, eh bien, ça n'impacte pas le reste de leur business dans le monde. Ouais, c'est ça. C'est la seule chose qu'il est possible de faire. Ouais. C'est-à-dire d'avoir des équipes dédiées, c'est-à-dire d'avoir des produits qui, en plus, vont s'adapter au marché local, avec des brevets du marché local, parce que le jour où il y a un problème, eh ben, ils peuvent isoler ce problème par rapport à leurs marchés occidentaux ou dans les autres pays. Bon, il nous reste 1 minute. Tu penses toujours qu'ils vont attaquer Taïwan je me souviens plus, tu nous avais dit quelle date? C'est avant 2049, avant le... Alors, ce que Xi Jinping avait dit, c'était de se tenir prêt pour 2027, puisque 2027, c'est les 100 ans de l'armée populaire chinoise. Ah oui. C'est une date. Et puis 2049, c'est les 100 ans de la Chine. Voilà, c'est les 100 ans de la Chine. Chine réunifiée, ça aurait quand même... 2049, ça laisse une vraie grosse marge. Ça laisse une vraie grosse marge. C'est tout un symbole. Est-ce qu'elle ira pas? La décision... La situation est quand même très tendue. Je ne sais pas si on s'en rend compte en Europe, mais elle est très tendue sur place parce qu'il y a beaucoup de survols d'avions, il y a beaucoup de navires qui sont autour. Les Américains et les Chinois se testent beaucoup. Avec parfois des incidents d'ailleurs, parce que quand les avions volent trop près l'un de l'autre, ça peut faire des incidents. Ensuite, c'est comme la Première Guerre mondiale. Une guerre, elle peut partir sur un incident sans qu'on ait véritablement envie de faire la Troisième Guerre mondiale. Tout à fait. Merci pour ces paroles réjouissantes. Réaliste. Réaliste, nous dit Laurence Daziano. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est Bismart. Et évidemment, on se retrouve demain pour continuer nos interviews et nos débats.